Aujourd'hui, c'est un webinaire un peu particulier, on va dire, parce que c'est la clôture de notre année 2025. Donc, on va faire un petit bilan des travaux rapide, mais surtout, on va vous faire un petit teasing des perspectives qui se dessinent pour l'année prochaine. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne nous connaissent pas, encore, alors je vais vous donner d'abord le déroulé du webinaire. Donc d'abord, Alex de la Fabrique des Mobilités va vous faire le petit retour sur les 9 webinaires en comptant celui-ci qu'on a pu animer cette année. Georges de la DGITM va nous faire un point sur le contexte réglementaire qui est autour de la normalisation. Puis on va faire un focus sur 2 projets, ce que nous on appelle d'infrastructure numérique du ministère des Transports qui se fonde sur la normalisation pour se rendre compte un peu de en quoi c'est vraiment concret, à quoi ça sert très concrètement. Emmanuel de Verdallet va nous donner le contexte européen, notamment les appels à experts qui sont en cours parce que ça donne en fait la structuration de la feuille de route française. Et puis Georges va finir sur ce qu'on attend tous, avec le suspense, le petit teasing sur la feuille de route pour l'année prochaine. Donc, pour rappel, très rapidement, nous, la Fabrique des Mobilités, on est une association loi 1901. On est reconnu d'intérêt général parce qu'on œuvre pour la mobilité durable et qu'on fait de l'innovation ouverte en faveur de la mobilité durable. Et puis, on a une convention de partenariat avec le ministère des Transports, la DGITM, pour animer la communauté, faire le travail de sensibilisation auprès de l'écosystème autour notamment de la normalisation, la standardisation notamment le volet institutionnel, pas que. On a de l'expertise sur l'ensemble des types de standardisation. Mais là, justement, comme vous allez le voir avec la présentation d'Alex, cette année, on s'est pas mal focalisé sur le volet normalisation, donc la partie un peu officielle on va dire, de droit de la standardisation. Donc, on est en partenariat avec le ministère des Transports depuis pas mal d'années maintenant, et on travaille sur le sujet des standards depuis 4-5 ans. Voilà, donc on commence à pas mal maîtriser le sujet, mais on n'est pas les plus grands experts, c'est nos intervenants qui le sont. Donc je vais peut-être passer là à Alex. Est-ce que tu veux que je passe tes slides ou tu veux projeter vu que Non, c'est la je même vais présentation? projeter. Ce sera plus Ok, ça pratique marche. si c'est moi Ouais. qui projette. Hop là. Merci Marguerite. Alors, je vous propose effectivement de repasser un petit peu sur ces 9 webinaires avec celui-ci aujourd'hui qu'on a fait cette année, divisé un petit peu en 2 parties, premier semestre, deuxième semestre. Euh, une particularité a été que le tout premier webinaire qu'on a fait était un petit peu dans cette continuité des webinaires ouverts qu'on faisait sur tout sujet, entre guillemets, lié à la mobilité et la décarbonation. Et puis tous les autres, comme l'a dit Marguerite, hein, sont vraiment portés sur la standardisation et la normalisation en particulier. Donc vous avez la liste entière ici, mais je vais les parcourir un petit peu un par un. Pour information, on vous partagera un petit peu les slides après. Cette petite présentation rapide, c'est pour vous donner un petit peu en un mot ce qui s'est passé dans chacun de ces webinaires, mais c'est surtout pour vous rappeler et vous inspirer. Et puis ensuite, il y a bien sûr les replays et comptes rendus qui seront en lien dans les diapositives si vous êtes inspiré pour en savoir plus. On a donc commencé l'année avec un webinaire sur l'IA et la mobilité avec différents intervenants que je ne vais pas lire à chaque fois, mais que vous pouvez découvrir, quelques présentations associées effectivement. Le webinaire avait pour but de regarder un petit peu ces nouveaux types d'IA, mais aussi les anciennes, comment est-ce qu'elles pouvaient s'adapter finalement au sujet de mobilité en particulier. Que ce soit sur de la prévention, que ce soit sur des agents conversationnels, pardon, etc. La suite de ce petit webinaire pour nous au sein de la fabrique, hein, ça a été une petite communauté de travail sur l'IA dans la mobilité. Il y a eu un GT, notamment en octobre. On prévoit une restitution de tout ça au début de l'année prochaine. En mai, on a ensuite continué sur un webinaire qui s'appelait GTFS Anetex. Bon, le nom était un petit peu accrocheur, mais c'était avant tout pour présenter un petit peu les complémentarités finalement entre ces deux normes et standards. Et on a pris en fait qu'en fonction des cas d'usage, il y en avait qui s'appliquaient plutôt l'un ou à l'autre. Ça a suivi finalement ce webinaire-là une annonce du point d'accès national qui nous rappelait que leur convertisseur s'arrêtait pour un petit peu encourager les producteurs de données à produire en ETEX quand c'était possible.
et judicieux. Je continue. En mai à nouveau, c'était un webinaire sur l'information multimodale dans les gares routières. Donc là, c'était vraiment se concentrer finalement sur les cars, sur les bus à haut niveau de service et parler comment est-ce que les standards pouvaient aussi aider ça. Le format était différent de tous les autres webinaires. Celui-ci, il était plutôt sous un format atelier en petits groupes, euh, principalement parce que c'est un sujet qui était assez émergent à l'époque. Et c'est aussi un webinaire qui a vraiment regardé le côté international et le lien finalement entre ce que font nos voisins en Europe et ce qui pourrait ou ce qui est fait actuellement en France. Le rendu de ça, c'était un article de blog que je vous invite à découvrir, hein, qui était assez complet, rédigé par notre collègue de l'époque, Ghislain Delaby. En juin, on a continué sur les infrastructures de recharge, les IRVE, avec un petit état des lieux de où est-ce qu'on était en France. Euh, Quelque chose qui était assez intéressant qui est ressorti de ce webinaire-là, c'est qu'il y avait quand même un sujet d'interopérabilité entre standards. Le monde de l'IRVE et le monde des transports ont historiquement leur propre format de données. On a aussi appris que, en juin en tout cas, il y avait 1500 producteurs hein, sur le PAN et à peu près 130 000 bornes qui étaient référencées sur le référentiel agrégé. Et je crois que c'était Stéphane qui nous rappelait que bon, bah, par rapport au référentiel de la JRF, il y en avait 169 000 et on ne sait pas combien il y a de bornes au réel, donc on ne sait pas exactement à quel point ces référentiels sont exhaustifs, mais on s'en approche. Quelque chose d'intéressant que je regardais là en préparant cette présentation, c'est que depuis, il y a eu 30 000 bornes de plus qui ont été rajoutées sur le PAN et sur ce référentiel. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a un déploiement en ce moment de beaucoup de bornes? Est-ce que c'est parce qu'on se rapproche finalement du réel Bonne question, mais dans tous les cas, on va dans le bon sens. En juillet, on a parlé d'autopartage avec la standardisation de données d'autopartage. C'est un peu la semaine de l'autopartage en ce moment, hein, entre les rencontres nationales la semaine dernière et je crois que cette semaine, c'est aussi les rencontres de l'autopartage entre particuliers. Ici, on a appris finalement que, il y avait plein de cas d'usage pour les standards dans l'autopartage. C'était pas seulement que de l'information voyageur, il y avait aussi des sujets de régulation, de simplification de l'accès aux véhicules, etc., etc. On voit aussi que c'est un sujet qui est en belle croissance, hein, avec une publication au format standard GTBFS qui a augmenté par 6 hein, entre les 2024 et 2025 au moment où on a fait le webinaire. Maintenant, l'étape d'après était finalement de plutôt aller regarder du côté réutilisation. Pour l'anecdote, je sais qu'aux journées nationales de l'autopartage organisées par l'Association des acteurs de l'autopartage, là, la semaine dernière, c'est Philippe Tabarot hein, qui annonçait que officiellement, tous les acteurs de l'association s'étaient engagés un peu officiellement à publier sur le point d'accès national leurs données. C'est marrant d'entendre un ministre parler un petit peu de nos sujets du quotidien. C'est chose faite, en tout cas, pour Gatorand, Clem et Cities dans l'ensemble, depuis qu'on a fait notre webinaire. Donc, ils ont effectivement pris à cœur cette mission de publication. Côté fabrique des mobilités, nous on continue de travailler un petit peu ce sujet-là. Hein, pour information, on essaie un format d'aller vers, c'est-à-dire un peu plus de la même manière, dans la même optique que ces webinaires, mais de contacter directement les territoires, principalement ceux qui seraient intéressés par mettre en place un nouveau MAS, un système d'information voyageur, pour ne pas oublier que ces données existent maintenant. Euh, voilà. En septembre, pour la rentrée, donc, on a parlé sur deux webinaires qui se sont suivis en réalité. Le premier était sur un petit peu la méthode de comment est-ce que les normes sont faites, avec différents intervenants dont un qu'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs. Le but, c'était un petit peu de lever le voile sur le fonctionnement des GT, de normalisation, un petit peu le vécu de ses participants, de montrer que bah, il y a quand même tout un processus derrière et pas mal de transparence en réalité sur les modalités de création de ces normes, des GT qui restent ouverts hein, pour la plupart d'entre eux. Et donc le binôme de celui-ci, qui était aussi en septembre, c'était bah, avoir un petit peu un état des lieux, une feuille de route aussi portée par chacun de ces porteurs de GT, que ce soit à l'international ou en France, hein,
sur bah, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on en est, sur comment est-ce qu'on avance. C'est un webinaire qui a eu pas mal d'intérêt parce qu'on voit en fait finalement quel va être le futur des données de transport. Et donc c'est quelque chose qui va être à reproduire l'année prochaine sur les 6 GT du groupe de normalisation français. Et enfin, le dernier webinaire qu'on a fait en novembre dernier, sans compter celui-ci, évidemment, là on est là ensemble, c'était sur les outils qui étaient utilisés concrètement pour la qualité et l'enrichissement. Donc en gros, après avoir présenté tous ces standards, toutes ces normes, bah, concrètement, quels étaient les outils qui les prenaient en compte. Et donc un petit résumé, hein, pour rappel, il y a des outils effectivement qui sont disponibles, prenables en main, en particulier quand on fait un référentiel de données. En voyant par la pratique, on a vu aussi que ces normes européennes, elles permettent une modélisation exhaustive hein, de l'information, grâce aussi à ces outils. La prise en main reste progressive sur les territoires. Quelques défis hein, encore sur des intégrations entre Netex et le monde des SIG, entre Netex et la visualisation de données aussi. Mais voilà, je vous laisse découvrir ce dernier webinaire si vous le souhaitez. Et nous en sommes ramenés à aujourd'hui. Merci. Merci Alex. Oui, donc on voit en effet qu'en fait, en début d'année, on s'est concentré plutôt sur les aspects métiers. C'est ce qu'on faisait d'habitude depuis quelques années. Et puis en fait, à l'été, en faisant un point avec Georges du ministère des Transports, on s'est dit, ben, finalement, le côté normalisation, c'est quand même très structurant. Parce qu'il y a l'obligation réglementaire qui est quand même importante, même si c'est pas le seul motif pour adopter des standards, ça reste quand même très structurant. Et en même temps, c'est assez peu connu parce que bah, il y a tout un tas je dirais, de processus en fait qui existent, qui sont pas forcément connus, même si en fait ils ont un impact très fort. Donc on a décidé de se focaliser là-dessus, à la fois sur le côté organisation, participation vraiment concrète au GT, et puis de plus en plus sur le contenu aussi de ces GT. Donc on va faire des webinaires voilà euh, de compréhension et un peu de mise à jour de ce qui se passe au sein de ces GT régulièrement, quoi. C'est un peu l'idée. Je vais passer la parole maintenant à Georges, si ça te va. Si tu arrives à projeter ton écran normalement, ça devrait être possible. Pour que tu nous parles un peu justement de ces aspects réglementaires, ce qui a pu à la fois évoluer et puis à la fois ce qu'on voulait là pour ce webinaire, ce qui nous semblait intéressant, c'était un peu de démystifier tous ces textes dont on entend souvent parler. Donc voilà, je te laisse la main, Georges, si ça te va. Merci Marguerite, merci Alex. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Georges Gonzalez. Je travaille au sein de la Direction générale des infrastructures des transports et des mobilités. Je suis responsable de la politique de standardisation du ministère des Transports en ce qui concerne, disons, le domaine numérique des transports multimodaux. Donc, il y a deux volets enfin, qui sont couverts par la CN03. Donc, je vous renvoie vers le webinaire dédié à ce sujet pour voir tous les sujets. Mais enfin, en gros, on va dire qu'il y a la partie billettique et la partie information voyageur. Donc, aujourd'hui, on va couvrir ce périmètre-là. Euh, donc, vous voyez mon écran normalement. Ouais, Euh, Comme ça a été Oui, présenté au début, du coup, il y a deux volets. Enfin, donc, on va rentrer par la partie européenne, après, on va aller dans la partie réglementaire française. Je vais inverser un petit peu l'ordre par rapport à ce qui était prévu. Donc, je vais parler de toute la partie européenne. Donc, je vais terminer par le projet NAPCOR. Et ensuite, du coup, on va se focaliser sur la partie française et on va parler des projets en France que sont le PAN et le titre unique. Donc, pour commencer, alors, ce n'est pas un cours de droit. Moi, je suis pas juriste, je suis ingénieur. Mais du coup, l'idée, c'est quand même de vous donner des billes pour rentrer dans les textes. Donc, on va les regarder ensemble. Je vais vous montrer, je vais vous partager que des sites web accessibles librement. Et je vais vous expliquer ce qu'on peut y trouver d'intéressant en matière d'obligation, mais et aussi vous donner des clés de lecture sur le pourquoi on fait ça, donc le pourquoi de la réglementation. Et donc, pour commencer,
Donc déjà dire que sur ces deux périmètres qu'on a mentionnés, donc la billettique et la formation voyageur, on n'est pas au même niveau en termes de réglementation. Donc, au niveau européen, il y a un règlement et une directive qui s'applique pour la partie données d'information voyageurs. C'est ce que j'affiche à l'écran. Sur la partie biétique, il y a des textes en discussion. Ça fait l'objet, je crois, d'un webinaire. Enfin, donc, on a pu en parler ou sinon, enfin, on va revenir l'année prochaine sans doute parce que c'est un sujet d'actualité. Et du coup, sur la partie information voyageur en Europe, il y a la directive ITS qui date de 2010 et le règlement délégué MMTIS, donc MMTIS pour Multimodal Travel Information Services. C'est ce qu'on voit à l'écran. Il date de 2017 et il a été mis à jour en 2024. Donc, ces règlements, ils spécifient les obligations des États membres en matière de publication des données en open data pour l'information voyageur. Alors, si vous tapez sur votre moteur de recherche préféré MMTIS, MMTIS, vous tomberez, à défaut de tomber directement sur cette page, sur sa dénomination officielle, donc 2017, 19, 26, et vous pourrez ensuite trouver cette page. Donc celle-ci, c'est, disons, la page principale du règlement. Elle est en anglais. Je vais vous montrer tout de suite comment changer la langue et qu'est-ce qu'on y trouve. Donc ici déjà, on dit que le règlement, il est en vigueur et qu'il a été modifié en 2024. Donc ici, il y a le texte, mais ce texte n'est plus à jour. Il faut venir ici sur les différentes versions pour trouver celle de 2024. Donc je vais vous mettre également le lien de celui-ci, mais enfin voilà, déjà on trouve ici le texte, il y a quelques modifications, et voilà, donc, il est un peu plus facile à lire celui-ci. Donc, alors, allons-y directement sur la partie française. Donc, si on tape ici sur les langues, on va tomber sur la même page, mais en français. Voilà. Donc, ça, c'est le règlement délégué qui s'applique aujourd'hui. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ici, vous trouverez enfin, les définitions suivantes. Les points d'accès nationaux, donc chaque État membre crée un point d'accès national, qu'on appelle en France le PAN. Ensuite, du coup, il y a spécifiquement quelles sont les obligations pour chaque acteur. Donc, on va rentrer dans tout ça après. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est pas les articles en détail, mais les annexes. Parce que du coup, dans les annexes, on voit les catégories de données qui sont visées. Et donc ici, vous pouvez voir que les obligations s'appliquent à la recherche d'un lieu, au plan de trajet, aux éléments qui permettent de calculer un plan de trajet, des lieux, des services d'information. Et il y a du coup quelque part toutes les catégories de services. Alors, c'est où ils se trouvent? Ça doit être par ici. Alors, par exemple, il y a déjà les points d'échange, les temps de correspondance, les typologies de réseau, les calendriers de travaux, les horaires d'exploitation. Donc, tout ce qui a trait aux données de services programmés. Après, il y a les stations de vélo partagées, les stations de voitures partagées, le stationnement, donc tout ce qui est nouvelle mobilité, on va dire, donc les aires de covoiturage, etc. Et donc, vous voyez, enfin, ici, on trouvera tout ce qui a trait aux obligations européennes. Donc, voilà, vraiment, c'est difficile à lire, enfin, donc on va lire, enfin, il y a des termes un peu techniques parfois, mais cela dit, enfin, si on rentre un peu dans les détails, enfin, c'est assez spécifique et c'est assez facile à comprendre. Voilà. Donc ça pour le règlement MMT. Je vais déplacer cette barre qui me gêne un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire par rapport à MMT? Donc, euh, on a vu qu'il a été modifié en 2024. Euh, donc, il a été modifié par un autre règlement, donc le 2024
1990. Et du coup, celui-ci, en fait, il va dire l'article 2 est remplacé par le texte suivant. Donc, il dit un peu comment on modifie l'autre, mais c'est pas celui-ci qui est en vigueur. Enfin, donc, en fait, celui-ci, il est juste un texte pour mettre à jour le texte initial qui, lui, reste en vigueur. Donc, voilà, c'est juste au cas où vous tombez sur celui-ci, enfin, sachez que c'est pas celui-ci qu'il faut lire, c'est plutôt le texte principal de 2017, mais dans sa version mise à jour. Voilà sur la partie européenne. Ensuite, euh, on parle d'adaptation au droit de l'Union européenne, on parle de transposition. En l'occurrence, ce texte n'a pas besoin donc le texte Amutis n'a pas besoin d'être transposé en droit français. Il s'applique directement. En revanche, il faut, dans certains cas, adapter le droit national aux nouvelles dispositions. Et donc ça se fait à travers une loi que dans le jargon on appelle DADU avec deux D, enfin, donc diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, DADU avec un E à la fin. Euh, donc ce texte de 2025, il va dire par exemple donc les définitions prévues à l'article 2 du règlement délégué voilà, s'appliquent dans le cadre du présent chapitre. Et donc voilà, ils disent euh, dans quelles conditions on doit rendre accessibles, réutilisables ces données. Alors, je trouve rapidement un exemple plus concret. Bon, là, c'est un texte vraiment enfin, qui remplace des choses, etc. Euh, Alors, après, ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi, ce qu'elle va faire, c'est venir modifier le code de transport. Donc, tout comme le règlement, le dernier que je vous ai montré, celui de 2024, il fait des modifications dans celui de 2017, la loi, elle va faire des modifications dans le code de transport. Et c'est le code de transport qui s'applique. Mais le code de transport, on va le regarder plus tard. Donc voilà, c'est ça ce que je voulais dire sur la partie européenne. Et du coup, alors, concrètement, comme il y a des obligations au niveau européen, la Commission européenne euh, enfin, se dote des moyens pour accompagner les États membres dans leurs obligations. Et c'est dans ce contexte que le projet NAPCOR a vu le jour. Donc, NAPCOR, c'est une initiative qui a été lancée en 2020 ou 2021 pour accompagner donc, la mise en œuvre de la première mouture du règlement MMTIS et des autres règlements délégués, parce qu'en fait, NAPCOR s'applique à tout le scope de la directive ITS, qui inclut aussi la partie du trafic routier. Euh, et donc, sa première phase s'est achevée mi-2025. Et là, du coup, on va parler de la deuxième phase qui accompagne donc la mise à jour du règlement délégué. NAPCOR, c'est quoi? C'est le projet euh, européen pour permettre l'alignement, la coordination des points d'accès nationaux au niveau européen. Donc, NAPCOR, c'est National Access Point, donc le PAN, hein, Coordination Organization for Europe. Ça, c'est le nom de cette communauté. Et je vais passer directement à cette partie deuxième phase. Alors, je sais qu'il y a un lien, il est là. Voilà. Et donc, c'est quoi NAPCOR? NAPCOR, c'est un projet financé par la Commission européenne
qui regroupe différentes initiatives qui avaient eu lieu précédemment. Data for Pity, c'était un des projets lancés dans le domaine multimodal. Et donc voilà, on va récupérer les actions qui ont été menées ces dernières années là-dedans. Voilà, je vous ai parlé de la directive ITS. Et alors, je voulais voir ça. Oui, donc NAPCOR, c'est un gros projet. Donc il y a 77 partenaires de 33 pays européens, donc les 27 de l'Union européenne, plus 6 autres. Euh, et c'est quoi les objectifs? Donc, je l'ai déjà dit, enfin, donc, la coordination opérationnelle, l'alignement des États membres dans l'implémentation de la directive ITS. Mais il y a d'autres objectifs aussi de haut niveau, donc donner conseil à la Commission européenne en matière de réglementation actuelle et future dans les domaines de la mobilité. Il y a aussi le côté monitoring, enfin, donc, suivi de l'implémentation de la directive ITS. Et je dirais que ces trois-là, ils sont au niveau des États. Voilà, moi, je m'occupe de ça, en gros. C'est une partie de mon travail. Mais il y a aussi des éléments qui vous concernent, enfin, donc, quel que soit euh, votre entité, enfin, j'imagine que vous êtes en lien avec la communauté du transport multimodal et des ITS. Donc, on vise aussi à faciliter la coopération entre les stakeholders, les parties prenantes. On produit des recommandations et des outils et on travaille à la dissémination de l'information et l'harmonisation des pratiques. Voilà. Donc, tout ça, c'est avec l'écosystème. Voilà, les dates, projet de 30 mois qui va jusqu'en 2027. Et donc là-dedans, c'est moi qui représente la France sur la partie multimodale. S'il y a des questions, des envies de participer et tout ça, vous pouvez me contacter. Euh, Ce sera avec plaisir. Voilà pour la partie européenne. Donc, s'il y a des questions, c'est peut-être le moment avant de passer à la partie française. Ouais, je Alors, vois une main levée. ouais, Nicolas, vas-y. Bonjour Monsieur Gonzalez. J'aurais des questions sur le sujet NAPCOR principalement. Donc j'avais intervenu la semaine dernière sur les standardisations Ça a fabrique des coupé. mobilités. J'avais mon homologue anglais, de l'université de Glasgow, comme s'appelle Paul Harvey, qui avait produit un sujet sur les ITS, donc les infrastructures de transport intelligent vers les réseaux de télécommunications d'IA. Est-ce que vous pensez que dans le sujet des NAPCOR avec les nouvelles mobilités de demain avec l'IA et les infrastructures de transport intelligent, d'un point de vue des standardisations, c'est faisable? Et comment et quelle façon? Parce que j'ai eu la chance aussi en tant que membre du World de Youth, donc tout ce qui est l'aspect sécurité routière, on a eu la chance d'avoir l'intervenante au niveau des Nations Unies sur l'aspect du plan de mobilité 2025-2035, qui nous a présenté un petit peu la largeur sur la standardisation, la coordination internationale sur ces sujets-là et comment la France se positionne en plus de NAPCOR. Voilà. Parce que dans cet aspect, je suis en cours d'essayer de relancer l'aérotrain et avec cette interopérabilité et cet aspect d'infrastructure de transport intelligent et d'intermodal ou d'interconnexion, conformément aussi sur le sujet des Nations Unies, qui a lancé avec son groupement d'experts Gare et Connexion, en fait. Voilà, je voulais vous en informer indirectement. Ok, merci pour ces informations. Donc, alors, pour
les aspects de sécurité routière sont bien présents dans l'accord. Après, c'est plus sur le partie routière, donc c'est pas trop dans mon scope, mais évidemment que ça peut être intéressant. Après, pour les autres sujets des gares, il y a des travaux que je ne suis pas directement, mais voilà, donc ça, on pourra échanger plus longuement. Enfin, je pense, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un mail et qu'on pourra avoir un échange bilatéral sur ce sujet-là. Pas de souci, je vous contacterai par mail après le webinaire si nécessaire. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, j'en vois pas dans le chat. Je vois pas de main levée. Je pense que tu peux continuer. N'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent à les poster dans le chat ou à lever votre main. Ça marche. Je me rends juste compte qu'on n'a pas parlé des standards. Voilà, ils sont là, article 4 et article 5 du règlement MMTIS. Donc voilà, et c'est dit clairement qu'il faut, enfin, quels sont les standards dont on parle. Donc NETEX, Transmodel, Datex pour la partie routière, Siri pour la partie dynamique, etc. Donc voilà, c'est là qu'ils sont mentionnés directement. Et du coup, on va passer à la partie française. Alors, tout remonte à la loi d'orientation des mobilités, la LOM 2019. Et en ce qui concerne les activités sur la standardisation dans le domaine de l'information voyageur, ce sont les articles 25 et 27 qui, euh, qui ont lancé la dynamique sur ça. Et sur la billettique, c'est l'article 28. Voilà. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc à l'article 25, dans sa version actuelle, parce qu'il a été modifié suite à la DADU notamment, il ressemble à ça. Donc il dit, mettez ces éléments-là dans le code de transport. Donc, il parle des règlements européens. Et donc, le plus intéressant, ça va être d'aller regarder directement le code des transports. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Juste faire une passe sur l'article 27. Donc, l'article 27, il parle d'accessibilité. Donc, ce sont les données d'accessibilité. Il y a une partie qui concerne la voirie routière. Donc, c'est dans le code de la voirie routière. Et il y a une partie qui concerne le code des transports. Donc, voilà, on va voir ça dans cet article-là. Et sur la partie billettique, du coup, il y a l'article 25 qui crée des dispositions dans le code des transports. C'est toujours le même article, un alinéa différent. Et du coup, on va voir tout ça. Alors, j'ai normalement le lien vers le code de transport ici. Voilà. Et du coup, le code des transports, si j'ouvre un petit peu le sommaire, voilà. On est dans la partie le droit à la mobilité, disposition générale, chapitre 5, les services numériques destinés à faciliter les déplacements. Voilà, c'est assez explicite. Ce sont nos sujets. Et donc ici, article 1115-1, il a été modifié par la LOM, voilà, la loi de 2025, et la DADU 2025, les deux textes que je viens de vous montrer. Et il parle voilà, du règlement délégué que vous connaissez maintenant, qui complète la directive, que vous connaissez également. Et du coup, il commence. Les détenteurs et les utilisateurs de données voilà, vont mettre à jour et rendre accessibles et réutilisables dans les conditions prévues à l'article machin, des données statiques, historiques, observées et les données dynamiques concernant les déplacements et la circulation. Voilà pour les obligations. Euh, quoi d'autre montrer ici? Alors, il y a
une entité importante dans ce dispositif qui est l'autorité de régulation des transports. Donc, c'est elle qui a en charge le contrôle du respect par les détenteurs et les réutilisateurs de données de ces obligations. Donc, l'autorité de régulation, c'est une autorité indépendante euh, qui donc, veille à la bonne application de ces textes et contrôle les différentes entités qui ont des obligations. Donc, elle peut faire des relances. D'abord, elle commence par faire de la formation, donc de la pédagogie. Enfin, donc dire attention, là, il y a des obligations. Ensuite, elle peut faire des relances plus formelles et ça peut aller jusqu'à l'amende. Euh, donc, voilà. Après, sur la partie information et services de billettique, Euh, donc là, on va parler d'autorités organisatrices, donc les AOM, enfin donc autorités organisatrices de la mobilité, pardon, qui vont veiller par exemple à l'existence d'un service d'information à l'attention des usagers. Euh, euh, on va parler de services numériques d'assistance. Euh, donc ça, c'est les applications qui vont guider les usagers. Et voilà, un service numérique multimodal aussi, c'est un service numérique qui permet la vente de services de mobilité, de stationnement ou de services fournis par une centrale de réservation. Voilà, c'est cet article-là qui crée ce concept. Et en gros, on va comprendre comme une application de type MAS, donc, mobilité par association de services en français. Euh, voilà pour les informations légales. Et donc la partie projet, enfin, c'est moi qui l'introduis ou Marguerite, tu prends le relais? Bah déjà, je voulais réagir sur un tout petit peu, mais je trouve ça, déjà, je trouve ça hyper intéressant de regarder les textes. Mais là, je constatais qu'il y avait des définitions en fait, qui sont données dans la loi concernant les services numériques de mobilité. C'est intéressant parce que c'est des questions qu'on s'était beaucoup posées il y a quelques années quand on avait rédigé une étude sur le MAS, justement, à la FABOB. Parce que comment définir le masque? En plus, c'est un terme anglais. Donc, à l'époque, il y avait la masque qui était sortie en français. Finalement, on avait opté pour service numérique de mobilité. Et là, on parle de service numérique multimodal. Et c'est intéressant toujours de voir comment les définitions sont inscrites dans la loi. Parce que c'est pas forcément exactement les mêmes que nous, enfin que vous surtout, opérationnellement, vous pouvez utiliser. Et là, on voit que c'est focalisé sur la vente. Donc, je trouve ça toujours intéressant de regarder ces distinctions-là. Donc je vous invite, si vous êtes vraiment concerné par ces sujets de normalisation, à aller jeter un œil au texte, comme l'a montré Georges, parce que vous allez voir un peu vraiment comme on dit, l'esprit de la loi, notamment via ces définitions-là. Mais sur ce petit commentaire, alors je vois qu'il n'y a pas plus de questions que ça sur cette partie réglementaire. Donc en deuxième partie de session, en effet, de webinaire, ce qu'on voulait Euh, faire, tu, c'était, tu me rappelles un ouais, petit truc, donc vas-y. juste avant de passer sur ça, donc effectivement, l'esprit de la loi, donc ça, je n'en ai pas beaucoup parlé, donc je voulais prendre une petite minute pour en parler avant de passer au projet. Là, effectivement, on parle d'obligation, donc de publication de données, d'utilisation de certains sonars, enfin, de mise à disposition de certains services, etc. C'est quoi la logique de ces obligations-là? Et en fait, alors déjà, quand on va parler d'un standard pour la publication de données, enfin, l'idée de standardiser les différents services, donc c'est que quel que soit, disons, l'opérateur, la région qui veut mettre à disposition ces données, enfin, qui va euh, vouloir aller sur une application grand public, il faut que tout le monde utilise le même format pour que ça marche, en fait. Donc ça, c'est la base de la base. En gros, il faut qu'on utilise les mêmes interfaces pour pouvoir communiquer entre les différents systèmes. Après, quel est l'objectif derrière? C'est d'une part l'amélioration de la qualité, d'autre part la réduction des coûts. Je m'explique. Si on a plusieurs fournisseurs de services qui travaillent tous au même format,
il est plus facile pour une collectivité de choisir entre différents fournisseurs qui peuvent s'interfacer euh, grâce aux standards que nous on propose. Et donc ça, sur le long terme, enfin, ça fait que ceux qui restent sont ceux qui fournissent un service de meilleure qualité et au coût le plus adapté. Donc voilà, ça c'est la base de pourquoi on standardise. Mais du coup, il y a aussi ce côté de fournir un service de qualité à l'usager. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir se déplacer plus facilement en traversant des frontières, parce que du coup, il y a des frontières nationales, mais aussi régionales et administratives à tous les niveaux. Euh, et donc, il y a des services qui sont complexes, organisés. Enfin, donc, il y a toute la partie opération des transports enfin, donc, certes, quand on parle d'une petite ligne en zone rurale, elle semble plus facile à gérer que le réseau parisien. Enfin, néanmoins, si on veut que le réseau aille jusqu'à la petite ligne en pleine campagne, il faut que tous les systèmes puissent communiquer. Et donc, effectivement, il y a un coût d'entrée de mettre en place ces standards. Mais ce qu'on vise à la fin, c'est d'avoir des services partout de meilleure qualité. Voilà, c'est clair pour les objectifs. Et du coup, donc ce qu'on voulait, ce qu'on visait là avec cette deuxième partie du webinaire, c'était de regarder des projets concrets en fait qui sont animés par le ministère des Transports et qui se basent sur tout ce dont on vient de parler, c'est-à-dire la normalisation au sens large, les différentes normes appliquées. Donc on voulait se concentrer sur deux de ces infrastructures numériques. Il y en a d'autres, hein. Mais il y en a deux qui fonctionnent bien, on peut dire. Le point d'accès national, d'abord, français. Pour rappel, c'est l'un de ceux qui fonctionne le mieux hein, quand même en Europe. On est parmi les leaders en France sur l'open data. Je le souligne parce que il y a différents modes d'organisation de panne au niveau européen. Il y a des benchmarks qui existent, on pourra vous remettre des liens. Mais celui en France, quels que soient ses défauts ou ses difficultés, parce qu'on a tous des tensions budgétaires, mais ils arrivent quand même, cette équipe-là, à faire des choses vraiment, enfin, à faire vraiment avancer le sujet de l'open data. Et puis le deuxième sujet sur lequel on voulait insister, et que Clément va nous présenter juste après, c'est le titre unique. Donc vous avez dû en entendre parler à l'époque, c'était l'ancien ministre des Transports Clément Beaune qui avait lancé ça. Il y avait eu un hackathon en janvier 2023 qu'on avait organisé d'ailleurs avec la DGITM aussi à l'époque et qui avait vraiment souligné à quel point ça pouvait être intéressant. Alors, derrière le titre unique, en fait, ce qui est intéressant, même plus que la notion de titre unique dans le sens de vous avez un titre pour aller vraiment de votre point A à votre point B, quelle que soit votre destination, y compris si vous allez dans différentes régions. Ça, c'est un peu le pitch grand public. Mais derrière ça, ce qui est vraiment intéressant et ce que nous, on trouve vraiment intéressant, c'est toutes les infrastructures justement que ça vient interroger, notamment la plateforme nationale d'interopérabilité sur laquelle vous reviendrez peut-être que nous, on trouve vraiment très intéressante. Et puis toutes les questions qui se posent, que tu viens d'évoquer, Georges, autour de l'interfaçage en fait, entre tous ces différents systèmes. Donc derrière la notion de titre unique, c'est vraiment tout ça que ça vient interroger. Et ça, c'est vraiment très pertinent que ce soit l'État qui le fasse. Donc c'est pour ça qu'on voulait se focaliser sur ces deux projets. Est-ce que, du coup, genre, tu commences sur le PAN ou c'est plutôt Clément sur le titre unique, comme vous voulez. Je veux bien une petite pause. Clément, si t'es prêt. Ouais, très bien, ça marche. Je prends la relève. Alors, attendez, je vais juste partager mon écran. Euh, Attendez, je vais mettre Zoom du bon côté déjà. Hop, ok, je vais mettre ça en affichage grand écran. Ok. Vous voyez bien mon écran? Oui, on voit bien. Ok, parfait. Bon, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je me présente, je suis Clément Béguer. Je travaille au sein de la DGITM. Je suis un collègue de Georges et j'interviens en tant que chef de projet titre de transport unique. Juste effectivement, bon, Marguerite, tu l'as un petit peu rappelé,
pour dire quelques mots du titre unique, hein, sa genèse est bien positionnée, on va dire, avec le hackathon 2023. C'était c'est un projet finalement qui, fort du constat qu'aujourd'hui, voilà, il y a presque 200 systèmes billettiques qui cohabitent, qui génèrent en fait une complexité en matière de distribution ferroviaire aujourd'hui, qui viennent un petit peu perturber le parcours usager. On se retrouve effectivement pour un utilisateur qui doit prendre plusieurs modes sur plusieurs réseaux avec une expérience, un parcours d'achat de titres qui est bien segmenté avec aussi des logiques tarifaires qui sont parfois mal perçues, mal comprises, pas forcément toujours lisibles. Et donc, effectivement, le point de départ de ce projet de titre de transport unique, c'était vraiment de viser la simplification en fait, du parcours usager en travaillant sur l'innovation et puis sur l'interopérabilité dans un double contexte qui est finalement celui de l'ouverture de la distribution digitale et puis le deuxième contexte qui est celui de l'ouverture à la concurrence. Euh, Peut-être pour dire pourquoi est-ce que ces deux contextes-là invitent à travailler sur la normalisation. Euh, L'ouverture de la distribution digitale, bah, finalement, on constate qu'il y a aussi une volonté des AO régionales et métropolitaines de distribuer des offres de mobilité qui sont élargies par rapport à leur strict périmètre géographique. Alors pour les régions, c'est le souhait de pouvoir vendre à travers leurs solutions masse, hein, des titres de TET, de TGV, et également des titres infrarégionaux, pardon. Donc que ce soit les titres urbains euh, de leur ressort territorial, et puis aussi pour les métropoles, la volonté de pouvoir distribuer des titres aussi de façon plus élargie, la possibilité de pouvoir vendre par exemple hein, du TER périurbain hein, avec l'arrivée prochaine des Serm. Et donc en fait ce Clément, pardon, contexte-là, c'est normal si on voit toujours c'est la page, normal, c'est toujours normal. une page? Oui, Ok. oui, je te rassure, c'est normal. Euh, donc voilà, donc cette volonté en fait d'être distribué, de distribuer des offres de mobilité élargies, ça a comme conséquence finalement d'augmenter en fait les coûts de mise en place des systèmes de distribution avec des besoins d'interface avec des systèmes multiples qui disposent aujourd'hui, enfin qui sont construits dans des logiques propriétaires. Et donc voilà, ça vient générer des coûts importants de distribution qui freine en fait l'arrivée de ce genre de disposition. Et puis par ailleurs, ça freine également l'arrivée de titres multimodaux au sens de titres, on va dire, valables sur X réseaux. Qui effectivement serait pour le coup là un vrai gain de lisibilité et de simplicité pour les usagers. Et donc on voit bien que on a besoin de construire ce comment-là, ce cadre commun hein, pour maintenir des parcours d'achat simplifiés pour les voyageurs et garantir cette interopérabilité. Là, effectivement, je faisais l'emphase sur l'enjeu, sur le contexte d'ouverture à la distribution digitale, mais ce qui est notre défi principal dans le cadre du projet de titre de transport unique sur les prochains mois, c'est vraiment la question de l'ouverture à la concurrence, puisque, sur le ferroviaire, pardon puisqu'effectivement, à l'horizon 2030, on va s'attendre à avoir jusqu'à 9 systèmes régionaux de distribution ferroviaire qui vont cohabiter, coexister, puisque avec l'ouverture de la distribution ferroviaire, on voit bien qu'il y a un découplage entre, d'une part, les missions d'exploitation et puis d'autre part, les missions de distribution en propre. Et les régions, hein, les régions sont en train de s'équiper, de s'outiller hein, pour assurer en propre la distribution de façon indépendante des différentes entreprises ferroviaires qui viendraient exploiter les lignes ferroviaires. Et par ailleurs, parce qu'elles ont aussi un enjeu de pouvoir assurer la distribution croisée du ferroviaire et aussi du routier interurbain pour proposer un service client homogène. Voilà, donc ce contexte de complexification, on va dire, de la distribution ferroviaire et du risque qu'il peut faire porter sur le parcours usager
C'est effectivement le défi qui va nous préoccuper le plus dans le cadre du projet de titre transport unique. Donc finalement, notre défi, c'est toujours le même, hein, c'est toujours celui de simplifier le parcours usager, mais en se focalisant en particulier sur les enjeux d'interopérabilité au niveau national, avec deux niveaux d'intervention de notre part. La première, c'est effectivement celui de travailler à la production de briques mutualisées d'infrastructures de distribution sur le volet ferroviaire et puis urbain. C'est la plateforme nationale d'interopérabilité qui est en fait le socle technique et fondateur en fait du projet de titre de transport unique, qui a vocation d'une part à faire le pont entre les différents systèmes billettiques régionaux et urbains avec les différents canaux de distribution digitaux et qui peut servir également de brique mutualisée, externalisée de distribution. Donc ça, c'est le premier pan d'intervention. Et puis le deuxième pan d'intervention, qui est un peu indirect, mais sur lequel on se mobilise beaucoup et qui, je pense, voilà, qui nous concerne beaucoup dans le cadre de ce webinaire-là, c'est finalement celui de catalyser les sujets de normalisation et de standardisation. Puisqu'effectivement, pour réussir à faire émerger cette brique nationale commune, ce commun numérique, bah, on a besoin de travailler à construire un cadre commun en fait. Euh, et c'est effectivement là-dessus qu'on se mobilise. On se mobilise avec plusieurs casquettes. Une casquette de contributeur principalement. Donc effectivement, les équipes du titre de transport unique interviennent dans les différents groupes de travail qu'a évoqué tout à l'heure Georges. Et puis, on intervient aussi en tant qu'expérimentateur, puisque notamment sur les travaux du GT6, sur la l'API de distribution, on travaille un peu en avance de phase des différents livrables du groupe de travail et on met en œuvre les recommandations en fait, du GT6 directement dans la PNI. Et ça nous permet aussi de pouvoir, de façon proactive, alimenter les travaux de normalisation. Et puis, la dernière casquette sur laquelle je voulais un petit peu insister, c'est aussi le rôle de promoteur dans l'adoption des différentes normes qu'a évoqué Georges tout à l'heure, hein, des différents livrables des groupes de travail de normalisation. Euh, on a l'occasion quand même, dans le cadre du titre unique, de rencontrer régulièrement un certain nombre de collectivités locales, et d'industriels. Et donc, voilà, on est force de proposition. Et en particulier, on co-anime des travaux autour de l'interopérabilité ferroviaire. Euh, Parce que effectivement, donc aujourd'hui, j'évoquais tout à l'heure le risque fort sur la distribution en fait interrégionale, avec des risques de rupture de service sur la distribution aux franges des régions. Aujourd'hui, on a effectivement des normes qui se mettent en place sur notamment le M-Ticket, hein, qui est très utilisé et qui donc apparaît comme le vecteur privilégié pour la distribution des titres interrégionaux. Euh, mais on voit bien que la norme, en fait, elle est pas, enfin, elle est pas, elle est nécessaire, mais pas suffisante pour pouvoir mettre en œuvre opérationnellement cette interopérabilité sur les titres ferroviaires. Et donc, on a besoin, en fait, hein, de mettre en œuvre un référentiel, des règles de valorisation et d'instanciation qui soient partagées entre les différentes régions, les autorités organisatrices de mobilité, donc, y compris l'État en tant que autorité organisatrice des trains d'équilibre du territoire. Et on a besoin de se construire ce référentiel aussi en articulation et en cohérence avec les différents référentiels régionaux qui, on va dire, régissent l'interopérabilité à l'échelle régionale. Voilà. Et donc, nous, on s'investit sur des travaux de construction de ce référentiel. C'est des travaux qui s'appuient en fait sur les différentes normes produites dans les groupes de travaux, du GT4, du GT7 en particulier,
Et aujourd'hui, on est en train de construire avec les régions, avec leurs industriels aussi, un référentiel billettique national. Alors, le nom est en work in progress, il me semble, mais qui en fait édicte un petit peu les principes d'application des normes, qui donne à voir en fait, enfin qui permet de construire aussi des nomenclatures partagées, comment identifier telle ou telle entreprise ferroviaire, voilà, que ce soit partagé. Et donc, le temps que se mette en place en fait une organisation, une gouvernance partagée autour de ce référentiel national billettique, eh bien, le titre unique et les équipes du titre unique pilotent ces travaux-là, animent ces différents travaux qui vont en particulier nous occuper sur 2026. Je vais pas forcément, voilà, je vais pas forcément en dire beaucoup plus, mais donc voilà, le titre de transport unique au titre de la plateforme nationale d'interopérabilité intervient voilà, sur deux pans. Le premier, c'est la construction de briques mutualisées. L'autre, c'est effectivement le sujet de la catalysation, en intervenant en particulier sur les sujets de distribution interrégionale, sur voilà, à la fois contribuer aux travaux de normalisation et en pilotant aussi les travaux d'usage commun en fait de la norme qui est en train d'être produite. Voilà. Ouais, merci beaucoup, Clément. C'est super intéressant d'entendre ça. Je me demandais si tu avais un petit exemple de mise en œuvre. Tu parlais en tant que du rôle d'expérimentateur. Ça m'intéresse de Mm. savoir ouais, un exemple de ce que tu as pu mettre en œuvre vraiment concrètement, quoi, sur des recos du GT6, je crois que tu mentionnais. Ouais, bah en fait, je vais dire, tous les travaux qui sont en train d'être construits actuellement, là, on a un prochain jalon qui va être mis en œuvre jusqu'à juillet 2020, juillet 2026 sur sur la plateforme nationale d'interopérabilité, qui est en fait le jalon qui permettra de déployer l'offre de service autour de la distribution par un tiers. Depuis un catalogue de titres présents dans la PNI. Donc là, c'est une mise en œuvre concrète en fait, de l'API distribution telle qu'elle est en train d'être construite par le GT6. Et donc là, par exemple, sur ces dernières semaines, on a eu l'occasion d'avoir des échanges très nourris. Je pense sur la question de la vente de titres. Est-ce qu'on doit préconiser une vente en une étape ou deux étapes? Et donc là, effectivement, on voit bien comment nous, on a dû, dans le cadre du titre unique, prendre des premières hypothèses. On avait commencé à travailler sur une logique de vente en une étape. Et puis, en commençant à réfléchir fonctionnellement dans le cadre du titre unique, on se rend compte effectivement que ça n'est pas complètement satisfaisant et donc qu'il faut envisager une vente à deux étapes. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive aussi à se construire un peu une conviction et à la partager dans le cadre des travaux du GT6. Voilà. Mais je sais pas si, genre, tu peux peut-être en dire aussi un petit peu plus. Voilà, tu interviens en tant que référent technique et normalisation dans le cadre du titre unique. Donc, Ouais, enfin, je sais pas ce que tu viens de dire. J'étais en train de lire le commentaire sur le chat et donc réfléchir à la réponse que j'ai donnée, mais alors c'était par rapport à quoi? C'était j'étais par en rapport train d'essayer Marguerite me proposait d'évoquer un ou deux exemples concrets, de voir comment est-ce que finalement avancer en tant qu'expérimentateur en fait des travaux du GT6 dans le et cadre tu du parlais de développement de la de PNI, la c'est intéressant. Et distribution? j'évoquais celui du nombre du choix du choix d'architecture autour d'une vente, de la vente à une ou deux étapes, en disant que ça faisait partie voilà, des points de réflexion qu'on pouvait codir en interne et qui nous permettaient aussi de porter une position et d'avoir des éléments pour alimenter les groupes de normalisation. Ouais. Enfin, plus globalement, tous les travaux, enfin, donc là, c'est pas forcément l'objet de ce webinaire, mais enfin, il y a des travaux autour de l'API de distribution du GT6. Et donc, ça, non seulement c'est alimenté par les travaux du titre unique, mais aussi, enfin, on prend comme input dans le titre unique les éléments qui viennent du GT6. Et donc, à ce titre, enfin, on expérimente cette API. C'est ça. Je Ouais, vois qu'il c'est clair. y a C'est une ou bon. deux Ouais, est-ce remarques. que ouais, tout à fait.
Alors, je vais lire les questions. Donc, Oui. Olivier de SSCF Connect Tech. Bonjour Olivier. Tu parlais de la nécessité d'avoir une base nationale des points d'arrêt. Ça, c'est partagé de notre côté. Et puis aussi une façon de traiter les accords tarifaires entre Mm. AOM. Alors, type dégressivité kilométrique, quand les systèmes de taxation deviennent séparés, isolés. Ça, c'est le sujet de la tarification. Est-ce que peut-être l'un de vous deux veut répondre à ces deux aspects? Alors, sur le premier, Emmanuel vient de donner des éléments, mais c'est ce que j'allais dire. Enfin, effectivement, ça fait l'objet non seulement d'un travail au niveau national par l'équipe du point d'accès national, mais aussi toute une tâche sur le projet NAPCOR, où on travaille sur comment identifier les nœuds du réseau, donc les gares, entre autres les arrêts, au niveau européen. Voilà, ça c'est un travail en cours voilà, c'est dans la tâche 2.4 pour être plus précis. Et sur le deuxième, Sur le deuxième point, je peux peut-être essayer de répondre, Georges. vas-y. Effectivement, là, ce que j'ai présenté, c'est effectivement les sujets d'interopérabilité d'un point de vue technique, mais l'interopérabilité, elle est aussi commerciale, hein, d'une certaine façon. Donc, dans le cadre du projet Titre Unique, nous, on essaye aussi d'adresser plus globalement l'ensemble de ces enjeux-là. En particulier, sur la question non, pardon, on est en train de s'organiser avec les régions et régions de France pour se construire en fait une feuille de route partagée autour de la distribution interrégionale et globalement en fait la distribution ferroviaire dans un écosystème de système billettique éclaté. Et donc, voilà, il faudra effectivement, le périmètre ne s'arrête pas juste à la réflexion autour des sujets techniques. Il faudra très certainement se poser la question de comment est-ce qu'on peut simplifier aussi les conditions de tarification sur les trajets interrégionaux. Mais ça, effectivement, euh, nous, en tant que DGITM, voilà, il y a une forme de principe de subsidiarité. La question de la tarification n'est pas de notre ressort, c'est bien du ressort des autorités régionales. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'elles s'organisent, et nous, on pourra contribuer à animer les travaux. Mais c'est pas notre rôle d'être prescripteur sur ces questions-là. Euh, voilà. Mais en tout cas, voilà, on vise à traiter l'interopérabilité de façon plus élargie et au-delà des questions de technique et de normalisation. Et il y avait aussi une autre question donc, de Charles Vauban. Comment abordez-vous le sujet de l'identité voyageur et le coût de mobilité dans votre approche de la PMI? Aujourd'hui, enfin, la PNI ne porte pas directement de briques mutualisées de comptes utilisateurs. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'intègre pas de compte mobilité au sein de la PNI. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose dont la responsabilité est aujourd'hui traitée enfin, est aujourd'hui portée par les FSNM. Euh, voilà. En tout cas, dans l'architecture sur les prochaines années, c'est comme ça qu'on envisage. Et Georges, Donc n'hésite pas. FSNM, fournisseur de services numériques Oui, pardon. multimodaux. Oui, pardon. Ouais, c'est bien que tu peux compléter là-dessus. Enfin, donc, enfin, le fait que ça n'est pas compris dans le périmètre de la PNI, ça veut dire que c'est laissé aux fournisseurs de l'appli, en fait. Voilà. C'est ça. Donc en gros, ça signifie qu'il y a pas à ce stade de réflexion autour de ce sujet-là. C'est vrai que c'est une question intéressante parce que la notion de compte mobilité était bienvenue, notamment comme issue du hackathon. C'était un vrai besoin qui revient. Nous, on appelle ça le serpent de mer en interne parce que ça revient très souvent. C'est un sujet complexe. Bah, nous, on pense qu'il faut continuer à l'aborder. Nous, on a fait des tests hein, qui n'ont pas été très concluants, mais on a quand même essayé. Ouais, faut quand même. Il y a pas mal, il y a des acteurs privés aussi qui ont des idées autour de ce sujet-là, donc il faut continuer à l'explorer, mais c'est un sujet qui est pas simple. Et puis Marjorie Fanguin qui pose la question de est-ce que vos travaux sont focalisés sur le ferroviaire uniquement? Non, non, aujourd'hui, la
PNI n'a pas vocation à adresser seulement les cas du ferroviaire, hein. L'idée, c'est justement qu'elle puisse permettre l'émergence de solutions multimodales voilà, de façon plus simplifiée. Il se trouve que on est en train effectivement d'adresser de façon plus prioritaire parce qu'on sent qu'il y a une urgence à adresser autour de la distribution interrégionale et donc voilà, on va adresser le sujet du train dans les prochains mois, prochaines années. Mais dès le prochain jalon, on va avoir une offre de service. Donc le jalon que j'évoquais tout à l'heure pour le mois de juillet prochain, on va avoir une offre de service sur la distribution des urbains. Comment est-ce qu'on peut accompagner une autorité organisatrice des mobilités locales dans l'ouverture de ces canaux de vente, voilà, une forme d'outils de mise en œuvre concrète de la LOM, de l'article 28 de la LOM. On peut aussi proposer une offre de service auprès des régions et des syndicats mixtes type SRU pour les appuyer dans l'émergence d'une solution masse intégrée qui permette de distribuer à la fois les titres de leur propre ressort, mais globalement en fait les titres de l'ensemble de la région. Donc on travaille sur ces deux sujets-là. Mais là, effectivement, sur les prochains mois, la feuille de route produit va se focaliser sur le train et on se mobilise beaucoup dans les enjeux de normalisation ferroviaire. Merci. Je me rends compte au passage qu'on est très en retard. On se laisse un peu emporter par par ces sujets. On est tous un peu des geeks de ces sujets. Ce que je vous propose, c'est si genre tu veux faire quelques mots assez rapides sur le PAN du coup, ensuite on laisse la parole à Emmanuel et puis on te relaisse la parole. Et je vous propose au niveau des questions de les poser sur le chat et soit Georges, soit Clément, vous pouvez répondre directement dans le chat si ça vous va. Très bien. Merci beaucoup. Ça marche. Alors, hop, j'ai diminué la fenêtre, je ne trouve plus le bouton partager. Hop, voilà, fenêtre, elle est là. Ok, et du coup, comme tout à l'heure, je partage. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, oui, sans problème. Voilà. Je vous montre des sites web publics. Donc voilà, le site du PAN, donc le point d'accès national aux données transport multimodal, transport.data.gouv.fr. Donc c'est le PAN, c'est un portail web qui permet l'accès à toute l'offre de mobilité à travers la France. Et donc quelles sont ces données? On va aller voir directement. Donc donner toutes les données. Et donc, dans les jeux de données, on va trouver les lieux de covoiturage, des données de stationnement, des parcs relais, des zones à faible émission, euh, autopartage, voilà, donc tout mode. Je suis un peu plus loin, il y a des gares du réseau ferré, les gares européennes, plus d'arrêts, voilà. Euh, je sais pas, il y a les données SNCF Francilien, et voilà, donc on arrive un peu dans les réseaux urbains et interurbains. Ce que je vous invite à regarder, c'est la partie ici format, parce qu'en fait, c'est là la clé pour la standardisation. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça sert à rien de publier les données, enfin, si elles ne sont pas un format standard, parce que pour pouvoir les réutiliser, il faut qu'on sache comment les lire. Et donc, globalement, enfin, c'est à partir du moment où les données sont standardisées qu'on peut les réutiliser. Et donc, par définition, le PAN ne permet la publication, enfin, que si les données sont dans un format standard. Et donc, pour vous montrer ça, je vais sur la documentation. Voilà, ici, je suis sur le dit site doc.transport.datagouv.fr. Et donc ici, voilà, on explique ce que c'est, comment publier. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de comment publier, mais en gros, ça va sur Datagouv. Euh, et là, on explique qu'il faut des données normalisées. Ce que je vais vous montrer, c'est la partie, les formats. Voilà.
Et donc, quand on parle de format, on retombe sur le règlement MTIS. Ça va dépendre du type de données dont on parle, quel format lui correspond. Ici, on retrouve les catégories de données. Donc, ce sont les catégories de données de l'annexe que je vous ai montré tout à l'heure. Et on montre du coup quels sont les formats. Donc, par exemple, pour NetEx Profil France, et comme on a peu de temps, je vais montrer que c'est celui-là. Et donc ici, on tombe sur le site, encore une déclinaison de Transport Data Group, mais cette fois-ci, c'est le site norme, .transport Data Group, où on va expliquer encore une fois le règlement MUTIS et on va parler de l'arrêté du 4 mars 2022 qui spécie que ce sont ces formats publiés sur ce site-là qui sont obligatoires pour la publication de données en France. Et voilà, on parle des profils NetEx et Siri France. Et donc voilà, ça c'est des profils nationaux et tout ça, ça va évaluer. Et mais, du coup, je laisserai Emmanuel en parler. Emmanuel, est-ce que tu arrives à partager ta présentation? Donc, Emmanuel, il va nous parler de l'aspect européen que je introduisais tout à l'heure. Oui, bonjour à tous. Merci Marguerite. Voilà, donc je vais vous présenter en effet le contexte européen. Donc je me présente très rapidement. Je représente l'association IT for PT, qui est une association à but non lucratif qui accompagne tous les acteurs du transport public autour de l'adoption des normes d'interopérabilité. Et je suis également animateur du groupe de standardisation européen ITS Transport Public, qui fait l'objet d'une convention entre IT for PT et la DG ITM. Cette présentation s'articule en trois temps. Je vais d'abord dresser rapidement le bilan des activités de normalisation européenne 2025, pour ensuite partager les chantiers qui vont s'ouvrir sur les 2 prochaines années et sur 4 sujets clés qui font directement écho à ce qu'ont présenté Georges et Clément précédemment. Et puis je terminerai par quelques perspectives à un petit peu plus long terme, horizon 2028-2029, sur le cadre normatif. Un petit rappel en préambule qui fait écho au précédent webinaire qui ont été rappelés en introduction. Donc simplement pour rappeler que tous ces travaux de standardisation au niveau européen se tiennent au sein du CEN, le Comité européen de normalisation, au travers d'un comité technique, donc 278, qui traite de toutes les composantes ITS, et un groupe de travail qui, lui, est dédié au volet transport public, qui est structuré, comme on le voit ici, en plusieurs sous-groupes adressant chacun des séries de normes sur les différentes thématiques. Donc, on retrouve les modèles de données, transmodèles, les formats d'échange, Siri, NetEx, OPRA à venir, des API d'interface telles que OJP sur les calculateurs d'itinéraire et toutes les composantes également transport, données embarquées, interopérabilité des systèmes embarqués. Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations plus détaillées sur ces normes et les artefacts techniques sur donc le site transmodel-sen.eu. Donc, on va démarrer par un rapide bilan des activités de standardisation en 2025. Donc, il y a eu d'abord des révisions importantes de 2 séries, donc Transmodel, le modèle de données de référence, et NetEx, le format d'échange pour les données planifiées. Donc, dont le résultat sont la publication respective de Transmodel version 6.2 et du modèle UML correspondant disponible sur le site internet précité, ainsi que NetEx en version 2.0 et là aussi les artefacts techniques tels que les schémas XSD correspondants qui seront bientôt disponibles sur le GitHub associé. Également en 2025, une version de travail du format d'échange des données historiques dite OPRA a été élaborée et fait l'objet actuellement d'une consultation. Donc c'est un élément important puisque ces données historiques dites Observed Data dans MMTIS
ont fait l'objet donc de la révision du règlement européen MTIS en 2024, comme l'a précédemment évoqué Georges. Donc c'est important d'être prêt par rapport à la publication à venir de cette nouvelle catégorie de données sur les points d'accès nationaux et sur la base de ce format d'échange standard européen. Donc également en 2025, l'initiation d'un glossaire commun qui est un travail important qu'a souhaité la Commission européenne afin d'harmoniser les termes et les définitions utilisées dans le règlement européen relatif aux données de mobilité. Donc il y a MMTIS bien sûr, mais il y en a d'autres. Et parfois également des interactions. On peut citer le règlement sur la partie trafic routier RTTI. Donc l'objet ici est de faire un peu, de dresser un panorama en fait de toutes les terminaux, enfin, une certaine partie des termes clés utilisés dans ces différents règlements afin d'harmoniser leur définition. Et enfin, en 2025, un résultat important des travaux de standardisation et tests transport public européen a été la production de lignes directrices, de guidelines pour la création d'API de distribution basées sur Transmodel. Donc, c'est le projet Quorum pour ceux qui en ont entendu parler. Et cela fait écho également aux sujets qui ont été mentionnés précédemment, tel le titre unique. On va y revenir plus en détail sur les chantiers 2026-2027. Pour finir sur le bilan 2025, donc c'est ici un statut des différents work items actifs au sein du groupe de standardisation européen ITS Transport Public. Donc il y a 56 work items actifs à ce jour. Donc on voit que la grande majorité des livrables associés publiés sont ceux associés donc aux trois séries de standards transmodal Cyrinetex directement relatifs au règlement européen MMTIS et quelques autres donc sur OPRA ou JP, sur les interfaces de système embarqué. IFM ici correspond au standard plutôt donc biétique, NFC entre autres. On voit sur la droite, ce sera important par rapport à la conclusion de cette présentation, que ces livrables SEN, en effet, sont principalement aujourd'hui publiés sous forme de spécifications techniques, TS, et quelques normes européennes, EN, qui sont principalement en fait la série Transmodel. Bon, on verra encore une fois que c'est un point important par rapport aux perspectives plus long terme des travaux de normalisation. Donc, si on regarde sur les 2 prochaines années, par rapport aux chantiers à venir, donc en préambule, ici, c'est simplement pour rappeler un peu le processus de développement et de priorisation des sujets. Donc, durant l'année 2025, c'est structuré en fait toute la feuille de route et le chantier pour les 2 prochaines années, en commençant donc tout début 2025 par une étape de standardization request de la part de la Commission européenne. Donc, tous les travaux et chantiers de standardisation démarrent par ces étapes préliminaires qui visent à ce que la Commission européenne priorise en fait les demandes de standardisation sur la base évidemment d'échanges réguliers avec les États membres. En mars 2025, donc un plan annuel européen de standardisation a été inscrit au journal officiel de l'Union européenne. Donc c'est le AUWP, vous pourrez accéder au lien au travers de la présentation. Et donc ce plan annuel de standardisation en fait décrit l'ensemble des priorités sur la base des standardisations requests de la Commission européenne. Et donc immédiatement dès la publication de ce plan de standardisation européen a été ouvert des appels à propositions de projets aux organismes nationaux de normalisation par ESMEA, qui est l'agence de la Commission européenne qui suit ces sujets de standardisation. En août 2025, donc, plusieurs projets qui ont été proposés par l'AFNOR, compte tenu que l'AFNOR a ce rôle donc, de convenant du WG3 au niveau SEN, a proposé 4 sujets de mobilité, transport public, qui ont été acceptés par la Commission européenne et qui ont fait ensuite objet d'appel à experts en octobre 2025 et donc de financement pour ces projets. Récemment, donc fin novembre, un comité de sélection du SEN a eu lieu pour évaluer les candidatures et la semaine dernière, les experts retenus ont été notifiés de manière à ce que tout début 2026, les travaux puissent démarrer pour une durée de 2 ans.
Les travaux constituent à la fois de l'équipe d'experts retenue par le CEN au travers des financements associés, plus des contributions volontaires qui pourront être proposées au travers des groupes de travail CEN, puisque ça reste donc des travaux qui sont évidemment ouverts à l'ensemble des contributeurs volontaires. Donc voilà pour rappeler un peu la démarche de constitution de ces projets, de priorisation des sujets. Et si on regarde maintenant plus en détail, donc les 4 sujets clés qui ont fait l'objet de ces appels à experts et donc qui vont se dérouler dans les 2 prochaines années 2026-2027. Il y a d'abord donc un sujet sur un profil européen NETEX tarif, dit EFIP, European Fair Information Profile, qui vise à compléter les 2 profils européens déjà existants pour NETEX, à savoir EPIP sur l'information voyageur et EPIAP sur les données d'accessibilité. L'objectif de EFIP, comme son nom l'indique, est de se focaliser sur un profil harmonisé couvrant les structures tarifaires, les produits, les règles d'interopérabilité pour l'échange de ces données. Donc, ces travaux se dérouleront évidemment au sein du CNTS 178 WG3, ITS Transport Public, et seront directement en lien au niveau du groupe Miroir français, donc le GT7 au sein de la CN03. Deuxième sujet, sur les prochaines années, les interfaces de distribution de titres de transport. Donc, vient d'en parler dans le cadre du projet titre unique. Donc là, l'objectif de ce projet dit EUDIT est de développer une spécification technique européenne pour ces interfaces. Ce projet s'appuiera évidemment sur les conclusions du projet Quorum, que j'ai cité précédemment, et en particulier le rapport technique, donc ces guidelines qui donc existent et qui décrivent déjà un certain nombre de recommandations pour la création de ces API de distribution basées sur Transmodel. Et donc, il y a déjà actuellement au sein du GT6 donc les travaux de développement de l'interface française qui s'appuient aussi sur ces travaux courants. Donc là aussi, ces travaux européens se dérouleront au sein du groupe de standardisation européen CNTS 118 WG3 et en lien direct avec les travaux du GT6. Troisième thématique importante pour les 2 prochaines années à venir, les codes barres, l'harmonisation des codes barres billettiques, donc le projet BT for PT, qui vise à développer une nouvelle spécification technique européenne pour ces codes barres billettiques multimodaux et qui s'appuieront évidemment sur un certain nombre de spécifications existantes, en particulier côté ferroviaire, à travers les spécifications ERA, donc portées par l'Agence européenne du ferroviaire. Et ces travaux, là aussi, se dérouleront au sein du CNTS 110 WG3 et directement en lien au niveau français avec les travaux du GT4, de la CN03. Pour finir, 4e projet sur les 2 prochaines années 2026-2027 qui ont fait l'objet d'un appel à experts. Donc le projet Cycle Infra sur les infrastructures cyclables et les sujets de planification. Donc là, l'objectif de ce projet est de produire un rapport technique. Donc on n'est pas ici sur la production d'une spécification technique à ce stade, donc sur le rapport technique pour commencer, visant à identifier en fait les besoins de standardisation et potentiellement de production ou de mise à jour de spécifications techniques existantes pour permettre d'améliorer l'information des cyclistes et de toutes les composantes d'infrastructures cyclables. On peut penser au parking, par exemple, qui sont prises en compte dans toutes les solutions de planification d'itinéraires et donc avec des enjeux de multimodalité. Donc là, il y a 2 groupes de standardisation côté Europe. Le groupe porteur sera le WG7, qui est en fait toutes les composantes au sein du TC 78 des données géographiques, donc le standard dit TNITS, en lien évidemment avec les travaux du WG3 sur les composantes multimodales. Et côté France, donc, ce sera suivi à la fois par le GT7 et également le GT9 sur les sujets de stationnement. Et donc pour finir, si on projette à un petit peu plus long terme, donc il y a des échéances importantes à horizon 2028 et 2029 dont il faut avoir connaissance dès maintenant, puisque ça fait là aussi l'objet d'un certain nombre de travaux qui vont commencer à être initiés dès l'année prochaine et qui visent en fait à transformer l'ensemble donc des spécifications techniques aujourd'hui publiées par le CEN en normes européennes.
Donc ça peut paraître anecdotique, pour autant ça ne l'est pas, car ça vise en fait à renforcer le cadre normatif, puisque les spécifications techniques ont un statut au niveau SEN de document normatif, mais qui est moins fort que les normes européennes, puisque les normes européennes, par exemple, permettent d'éviter qu'il y ait des normes concurrentes au niveau européen ou au niveau national. Donc ça permet vraiment de renforcer cet aspect-là et donc la Commission européenne pousse vers cette transformation, en particulier puisqu'il y a de plus en plus aujourd'hui d'intégration en fait des standards multimodaux et donc des standards issus des travaux européens ITS transport public au domaine ferroviaire, au travers de la révision du règlement TSI Telematics, dit TSI Telematics, donc ex-TAF-TAP TSI. Également les travaux de European Rail Agency autour d'une ontologie ferroviaire et également des standards là côté ISO, en particulier RailDax, plus sur la planification ferroviaire, mais pour lesquels il y a aussi des interfaces évidemment avec les sujets d'information voyageurs. Donc tout ce contexte là vise à préparer en fait cette transformation pour encore une fois qu'à horizon 3-4 ans, on puisse s'appuyer sur des normes européennes qui permettent de renforcer ce cadre normatif sur tous ces sujets. Voilà pour ce qui est des travaux de standardisation Europe. Ouais, c'est super intéressant. Merci, Manuel. On voit bien dans les quatre sujets que tu as mentionnés que c'est vraiment ces sujets un peu brûlants dont parlait aussi Clément juste avant. Donc, on voit bien comment les grands sujets européens viennent irriguer tout ce qui se passe au niveau opérationnel, en fait. Je te laisse la parole, Georges, pour terminer sur la feuille de route française. En 2 minutes, ça va aller. Ça va aller dans la mesure où c'est un travail en cours. Enfin, on reviendra sur ça sans doute dans un prochain webinaire début 2026, donc pour une feuille de route plus précise. Cela dit, je me permets de rappeler les principaux objectifs et les axes sur lesquels on va travailler. Enfin, euh, pour moi, il y a 10 fois répondre au soutien au projet de la DGITEM. Donc, ça va être tout ce qui est autour de l'API distribution, de l'information tarifaire et même des parkings. Donc, voilà, c'est une des priorités de la DGITEM dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais voilà. Deuxième axe, ça va être le suivi des travaux internationaux et le portage des sujets français au niveau international. Donc là, évidemment, c'est de tous dont vient de parler Emmanuel, qu'on va suivre très attentivement et on va être présent enfin, sur tous ces sujets-là parce qu'ils sont très importants pour nous. Et le troisième axe, c'est l'adoption de ces normes. Enfin, donc, ça ne sert à rien de produire de belles normes si elles ne sont pas utilisées. Et donc, voilà, pour ça, il y a des actions de valorisation, de communication, comme celle qu'on est en train de faire là, mais pas que. Enfin, donc, il y a aussi des travaux à faire sur les outils, sur la facilitation de l'utilisation des documents normatifs, sur la clarification du périmètre concerné par chaque document, etc. Donc voilà, pour moi, c'est les trois axes qu'on va décliner pour faire une feuille de route sur 2026-2027. Super. Et ben, c'est pile dans les temps. Ce que je vous propose du coup, c'est que nous, donc on a enregistré ce webinaire, on va vous envoyer un mail avec une petite synthèse et puis l'ensemble des liens qui ont été partagés, les questions-réponses aussi. Si vous avez des questions qui vous viennent, vous n'hésitez pas à écrire à l'adresse contact qui était sur votre lien d'inscription. Et puis on le mettra aussi, en fait souvent nos webinaires font l'objet d'une page wiki, donc il reste en accès libre ad vitam aeternam. Voilà, en tout cas, je vous remercie tous et puis notamment nos intervenants, Georges, Clément, Emmanuel, pour la qualité de vos présentations. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.